je vais vous montrer la partie elle-même rapidement, si vous voulez voir, puisqu'on en a parlé. Sinon, vous pouvez nous quitter. Donc je jouais contre Overaskning, peu importe, un joueur qui est classé 1800. C'était la 11e ronde du tournoi. Évidemment, j'avais pas beaucoup de points, puisque moi je suis rentré à la 11e ronde dans le tournoi. Donc la dernière, j'avais les blancs, et j'ai donc joué E4 pour cette première partie sur Internet en 30-30. Alors j'avoue que quand j'ai poussé E4, j'étais aussi stressé que pour une vraie partie, donc c'est intéressant à la maison, et par contre c'était contre un joueur suédois, donc c'est un peu international. Il a répondu par une sicilienne. Alors, le charme des parties planifiées sur Internet aussi, c'est qu'on connaît son adversaire à l'avance et qu'on peut se préparer. Je savais qu'il jouait la sicilienne. Par contre, j'avais pas préparé de. Alors, donc, déjà, ça, c'est super sympa. On peut se préparer, on peut regarder les ouvertures de son adversaire, on peut voir les points faibles qu'il a, où il y a des intersections avec notre répertoire. Bon, pour le coup, j'avais rien préparé de spécial parce que j'ai noté qu'il jouait plusieurs siciliennes différentes, donc j'avais pas envie de préparer 36 trucs pour rien non plus, fallait pas exagérer. Donc cette fois-là, j'ai rien préparé, mais face à un joueur qui joue quelque chose de précis, ça peut être sympa de faire une préparation. Lui jouant plusieurs variantes siciliennes, j'ai pas cherché à fouiller. Cavalier C6, ok, donc jusque-là on est sur des choses tout à fait normales. Et donc il a joué G6 pour un dragon accéléré. C'est une des siciliennes qui joue. Je savais que c'était une possibilité. C'était pas pour me déplaire parce que la sicilienne, le dragon accéléré ou le dragon en général, ça donne des parties hyper dynamiques. À mon niveau, ça se finit rarement par la nulle, donc ça promettait un beau combat, quoi. Voilà, donc on est dans le dragon avec ce fou qui, pour ceux qui l'ignorent, alors là je me lance dans un truc. Ouais, avec ChessX, l'interface que j'utilise ici c'est ChessX, une des dernières versions. Depuis quelques versions ils ont ajouté les petites flèches. Donc voilà, on peut refaire. Donc ça s'appelle le dragon, évidemment, cette sicilienne, parce qu'il y a ce fou qui crache le feu du dragon vers sans doute le probable grand roc blanc prochain. Et qui domine totalement toutes les cases noires de la grande diagonale. Voilà. D'où le nom d'ouverture, le dragon. Un dragon qui crache du feu. Donc, rien de spécial dans ce dragon pour l'instant, on reste très très théorique. Donc moi j'avais l'inquiétude aussi, je me disais est-ce que mon adversaire va tricher, est-ce qu'il va suivre des grandes lignes ou des bases de données. Ça me faisait un peu peur, mais étant dans l'optique moi de m'entraîner, je me suis dit de toute façon ces coups-là, on me les a déjà joués en tournoi, ce sont des coups très très classiques et tous les joueurs, il est 1800, tous les joueurs de ce niveau-là les connaissent par cœur. Donc voilà, bon, on va pas trop parler d'ouverture. Si, peut-être à cet endroit-là, j'ai joué fou B3, c'est vrai que c'est un coup qui se joue souvent dans le dragon accéléré, mais pas forcément à ce moment-là. Et d'ailleurs, enfin c'est le deuxième coup, sinon le plus populaire c'est Dame D2, mais j'aurais peut-être dû jouer Dame D2, je pense, parce que dans le dragon c'est la course, en fait. Les blancs vont évidemment... Oh, pardon. Ah oui, alors il faut que je fasse attention avec mes flèches. Les blancs vont évidemment attaquer sur l'aile roi, et les noirs, eux, vont profiter de leur colonne C ouverte pour attaquer sur l'aile dame. Donc fou B3, un petit retrait. Et là, mon adversaire a joué à 6, un coup que je ne connais pas. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, j'ai regardé après l'analyse dans les bases de données, c'est un coup relativement rare quand même, il n'est pas très fréquent. Mais même s'il n'est pas fréquent, alors j'avoue sur le coup il m'a fait une impression étrange, parce que je connais d'autres coups. Le coup le plus classique c'est fou D7 notamment, il y a cavalier... alors attendez, je vais encore faire une bêtise, je le sens. Il y a fou D7, il y a cavalier prend, enfin c'est pas ici d'ailleurs, c'est plutôt ici. Fou D7, cavalier prend D4 est possible aussi, cavalier E5, enfin il y a plusieurs coups à cet endroit-là. Mais A6, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu, et ça m'a pas paru bien virulent. On voit bien l'idée quand même, l'idée des noirs c'est de pousser B5 avec un appui. Et sans doute A5 derrière. Donc, comme je disais tout à l'heure que les blancs vont attaquer sur l'aile roi, ça reste logique. A6, ça supporte l'avancée des pions noirs et ça peut la faciliter sur l'aile dame. Par contre,
je trouve que c'est peut-être un peu lent, et effectivement, on a du coup la colonne C qui n'est pas tout de suite occupée par une tour, parce qu'il y a le fou qui bloque sur cette case. Donc, bon, ce système, sur le coup, ne m'a pas paru euh, très menaçant, très exceptionnel. Et pourtant, c'est un coup qui a été joué par Nakamura en 2015. Je vous montrerai après le début de la partie. 2015, c'était contre pardon, Ifan Wu, hein, donc la célèbre joueuse chinoise, et il avait gagné en 48 coups, grâce à 6, notamment. Sinon, la ligne la plus fréquente ici, c'est fou D7. Sur fou D7, puisque les blancs viennent de jouer Dame D2, il y a Grand Roc. Euh, et ça, c'est sur. Pardon, c'était au lieu de jouer fou B3, mais moi j'ai joué fou B3, et c'est ici que le coup le plus fréquent est fou D7, Dame D2, cavalier prend D4. Alors là, par exemple, on est en train de suivre la ligne principale qui a été jouée par Carlsen avec les Noirs contre Ivanchuk en, en 2009 au MTL Master. Mais ce sont des coups d'ouverture tout à fait théoriques. Les 5, H4. Donc les Noirs lancent leur initiative sur l'aile Dame, les Blancs en font de même sur l'aile Roi. A5, A4, B prend A4, Fou prend B4. Alors il y a Cavalier prend Fou prend A4. Et Cavalier prend A4 qui est plus fréquent ici. Bon, à cette occasion, donc Ivanchuk avait essayé Fou prend A4. Et la partie s'était assez rapidement équilibrée. Voilà. Avec des échanges un petit peu généralisés en fait. Je vous montre encore quelques coups. Voilà. Cavalier D1, tour C8. Donc ça, c'était Ivanchuk Carlsen en 2009. Si vous êtes intéressé par les dragons, évidemment, c'est Karpov Korchnoi qu'il faut aller voir. Hein. Partie du cycle de championnat du monde. Je crois que c'était en 78 ou un truc comme ça. Là, on a un dragon exceptionnel à connaître par cœur pour tous les joueurs de cette ouverture. Mais les plans ont changé depuis, et vous voyez, les noirs jouent des coups comme A6. Donc sur A6, j'ai répondu par Dame D2. J'ai cherché un moment et j'ai rien vu qui mettait en cause le plan des blancs. Donc il s'agissait de poursuivre le plan. Et évidemment, le coup attendu aussi, c'est cavalier A5, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais le fou B3 maintenant est en quelque sorte piégé, il n'a pas d'échappatoire. Alors évidemment, s'il pourrait venir ici en A4, mais après B5, il faudrait qu'il fasse marche arrière, donc ce serait juste une perte de temps qui permettrait aux noirs d'accélérer leur attaque et de gagner du temps pour pousser leur pion. Donc les blancs n'ont qu'une seule chose à faire, hein, c'est d'ignorer, mais ça ils le savaient dès le coup précédent en quelque sorte, et de continuer à avancer de leur côté sur leur attaque. Donc là j'ai réfléchi un petit peu, parce qu'en fait il y a deux possibilités, il y a fou H6, tout de suite, ou grand roc. Fou H6, on lance l'attaque, et puis on profite du positionnement de la tour, qui amène un clouage sur le fou, donc, en jouant fou H6. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous le savez de toute façon, ce fou, c'est le dragon qui crache du feu. Si les blancs arrivent à l'échanger, ils enlèvent à la fois un grand défenseur du roi noir et un grand attaquant de la diagonale sur le grand roc noir. Donc c'est intéressant d'échanger ce fou le plus vite possible. Toutefois, moi j'ai préféré jouer grand roc, en me disant que avant d'attaquer, je préférais mettre mon roi à l'abri. Maintenant, le laisser au centre, c'est intéressant parce qu'il y a un double choix. On peut toujours être amené à dire que, par exemple, cavalier prend B3, c'est quelque chose de dangereux, et donc on préférera faire peut-être un petit roc. C'est possible aussi. Donc ça reste flexible de jouer fou H6 tout de suite. Et d'ailleurs, ça avait été le choix de Huifan contre Nakamura, dont je parlais tout à l'heure. Elle avait joué tout de suite fou H6 ici. Et Nakamura avait pris fou prend H6, dame prend H6, qui paraît plutôt bien pour les blancs. Le pion H7 est bloqué et c'est une cible intéressante. Mais les noirs réagissent au centre avec E5. Le cavalier a été obligé de reculer. Et les noirs lancent leur attaque à l'aile dame avec B5. Et là, Huifan a décidé
Wifan, je sais pas, a décidé de revenir en arrière avec sa dame. Alors, bon, je vais pas proposer une analyse de leur partie, c'est juste pour regarder ce qui s'est passé dans le cas où on joue fou H6 tout de suite. Et puis cette partie est assez célèbre parce qu'elle s'est jouée au Tata Steel GPA en 2013, donc c'est une partie de Nakamura, donc ça fait toujours un petit peu de bruit avec les noirs. Et le fou justement a été pris un petit peu plus tard ici avec une ouverture de la colonne A. On verra qu'il y a d'autres possibilités. Et Wifan a choisi de faire le grand rock, ce qui est assez joueur quand même, et ensuite d'attaquer, donc le plan classique du dragon, le roi noir. Voilà. Et on va arrêter là le suivi de cette partie, vous pouvez la retrouver facilement. Hein, Wifan, Nakamura, Hikaru, enfin Hikaru, Nakamura, donc victoire de Nakamura en 48 coups au Tata Steel en 2013. Voilà. Donc le choix de Wifan qui avait été de jouer fou H6 immédiatement, ce qui est pas mal parce que ça profite de la situation de la tour pour forcer l'échange des fous. Voilà. Moi j'ai préféré petit roc, donc ça veut dire que là par exemple j'ai préféré grand roc, pardon, c'est-à-dire mon adversaire aurait peut-être pu en profiter pour bouger sa tour, ça pouvait être un bon coup. Oula, j'ai encore fait une bêtise. Voilà. Aurait pu en profiter pour pour faire échapper sa tour, ce qui aurait pu donner par exemple, d'ailleurs je peux le jouer pour le montrer, si tour 8, fou H6 c'est plus la même parce que il y a fou H8 et le contrôle sur la grande diagonale reste effectif et ça va pas forcément être facile de progresser pour les blancs parce qu'on a un défenseur qui reste aussi en place. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc mon adversaire n'a pas joué tour 8, il a joué cavalier prend B3, donc comme dans la partie de Nakamura peut-être. J'imagine qu'il était peut-être d'ailleurs influencé par cette partie et qu'il voulait reproduire un des schémas de la partie. Et comme la partie est quand même un petit peu différente, j'avais pas joué fou H6, il s'est peut-être souvenu de cavalier B3, mais je ne sais pas si cette prise tout de suite a vraiment du sens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là j'ai trois options. J'ai l'ouvrir la colonne A. Alors c'est peut-être moins bon parce que tout à l'heure, Wifan, on a vu, elle l'a fait, mais il y avait encore sa tour à ce moment-là. Ouvrir la colonne C, ça m'a intéressé. On voit ça assez souvent dans ces siciliennes, puisque les noirs vont attaquer sur la colonne C. L'idée de vider la colonne C peut être intéressante. Hein. Après, on dégage le roi en quelque sorte, et puis on amène la tour, on a des échanges généralisés sur la colonne C. Et finalement, les noirs n'ont plus de grosses actions sur cette colonne parce que les forces s'équilibrent sur la colonne C. Donc c'était une possibilité de prendre avec le pion C. Il fallait choisir le compromis. Et sur le coup, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de détruire ma structure de pion pour l'instant et que je pouvais reprendre avec le cavalier. Je suis pas sûr que ce soit très bon. C prend B, c'est quand même intéressant, mais bon, voilà, c'est ça une partie d'échec, il faut choisir un coup. Parfois, il y a des choix, on a du mal à les mettre en balance. Et C prend B me plaisait bien aussi, en fait. Voilà, bon, j'ai choisi cavalier. Et mon adversaire a répondu par B5, logique, il lance son attaque, il essaye d'avancer. Et cette fois, je joue fou H6. Je pense d'ailleurs qu'il aurait peut-être dû jouer tour 8 plutôt que B5, mais bon. Du coup, je vais quand même réussir à échanger les fous de case noire. Fou D7, et oui, il est quand même temps de le jouer parce qu'il faut développer cette tour sur sa colonne ouverte pour venir taper sur C3 avec un sacrifice classique thématique. Hein. C'est ça l'idée. Hein. C'est qu'on a, d'ailleurs, on va plutôt le mettre en rouge, la tour qui vient attaquer C3. Ici, on a un point très faible parce que le fou a une attaque combinée avec la tour. Et donc, c'est souvent assez intéressant de sacrifier même la qualité. Parce que quand on plante un fou en C3, il est redoutable, il va contrôler toutes les cases noires autour du roi et monter facilement des réseaux de maths. Enfin, facilement. C'est une des idées de l'ouverture dragon, même principale. Voilà. Ceci étant, pour l'instant, moi, je vous ai dit, spécialiste de l'entraînement. Je ne suis pas encore spécialiste des échecs. Ce que je vous dis là, c'est ma compréhension. Stratégiquement, ça tient, je pense, un peu la route parce que le dragon, c'est facile, mais sur des positions plus complexes, je me garde bien de donner des avis. Voilà. D'ailleurs, il s'agit de la partie que j'ai jouée hier. Si vous avez des avis, ça m'intéresse aussi. Donc après fou D7, évidemment j'ai lancé H4 parce qu'il ne faut pas traîner non plus côté noir pour attaquer. Je ne me suis pas pressé de prendre en G7. Je me disais en gros que si fou prend, je gagnais un temps en reprenant avec la dame, elle est déjà bien placée pour l'attaque et je peux sans doute suivre très vite avec H5. Donc j'avais pas forcément envie de prendre moi-même.
parce que sinon, si je prenais, forcément, c'était plus long pour amener la dame à l'attaque. Ah, pardon, ça c'est si les noirs prennent. C'était plus long pour amener la dame à l'attaque. Voilà. Là-dessus, mon adversaire a joué B4. Un pion entre en contact avec les forces blanches. On peut dire que cette fois, la guerre est déclarée. Voilà, c'est une déclaration de guerre, ça. Il va falloir se décider. Alors à ce stade, j'avais plusieurs options. J'avais par exemple fou prend G7 qui m'intéressait pas mal. Avec l'idée en fait que... Ah pardon, ça fait des flèches. Avec l'idée suivante, fou prend F7. Si pion prend C3, on peut jouer dame G6. C prend B2, échec, roi prend B2. Ok. Et en fait, les blancs ont gagné un pion déjà et ils ont une super position d'attaque. Le roi évidemment a été un petit peu déshabillé, mais il n'y a plus de fou de cases noires. Les cases noires appartiennent désormais aux blancs. On menace fou prend F8, donc c'est plutôt très intéressant pour les blancs. Il y a d'autres variantes possibles par contre, qui sont plus embêtantes. Sur fou prend G7, il y a tout simplement roi prend G7. Un coup très facile à trouver, on ne se casse pas la tête, et la partie reste à jouer. Donc dans cette position, j'ai joué cavalier D5. Je pouvais aussi jouer cavalier D2 qui était intéressant. Cavalier E2, pardon. L'idée de cavalier D5, c'est de commencer à complexifier la situation quand même. Ce que je me disais depuis le début, là, mon adversaire joue ses coups. Cavalier prend B3, B5, B4. Il déroule ce qu'il a appris, mais il joue pas. Et je me suis dit, avec cavalier D5, on va commencer quand même à lui poser des questions, à lui demander ce qu'il veut faire avec son ouverture, et à l'obliger à calculer. Parce que là, il y a plusieurs possibilités pour lui. Il y a cavalier prend D5, il y a fou prend H6. Donc déjà, c'est moins simple que si j'avais fait fou prend G7. En même temps, j'ai calculé quand même évidemment que ça tenait la route pour les blancs. Donc il choisit cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Donc là, j'ai aussi, encore une fois, moi, trois possibilités. En fait, je peux reprendre avec le pion, je peux reprendre avec la dame, ou je peux faire fou prend G7, ce qui est possible aussi. Reprendre avec le pion. Bon, je vais pas tout analyser non plus, je vais pas tout vous expliquer non plus, parce que sinon on va y passer la nuit en fait sur cette partie. En fait, il vient de prendre mon cavalier, mais j'ai fait le choix de reprendre le fou. Parce que là, encore une fois, je complexifie un peu le jeu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que sur cette cadence, je suis beaucoup plus à l'aise que sur les 15 minutes, et que j'arrive à calculer des complications sans me tromper. Alors que sinon, je me trompe assez souvent, même en permanence, sur la cadence rapide, on va dire. L'idée, c'est que s'il essaye d'échapper son cavalier avec, par exemple, cavalier C3 échec en plus, hein, donc il y a échec. Non, pardon, il n'y a pas échec, il y a une attaque de la tour. Moi aussi, je prends la tour qui est en attaque. Il prend ma tour. Et je prends ce pion en attaquant sa dame. Donc du coup, il est obligé de sauver la dame. Et j'ai gagné un pion dans l'histoire. C'est une des variantes, évidemment. si sur cavalier C3, j'ai dit quoi? J'ai dit fou prend C3. C'est aussi possible, ouais, non, ça j'avais pas dit. B prend C3, dame prend C3, c'est pareil, ça gagne un pion. Donc en fait, les blancs ici ont bien vérifié que sur fou prend G7, les noirs ne peuvent pas avec cavalier C3 gagner un pion. Enfin, gagner du matériel plutôt. Donc fou prend G7, ça complexifie, et là mon adversaire a commencé à ralentir un petit peu, il a joué roi G7, ce qui est a priori le plus sain. Et ici j'ai décidé de reprendre avec le pion et pas avec la dame, pour deux raisons principales en fait, c'est une décision importante. La première, c'est que ce coup gagne un temps, et on est dans un dragon, donc une attaque virulente, c'est une course, le premier est arrivé sur le roi adverse, donc gagner un temps c'est intéressant. Ça gagne un temps parce qu'il y a une attaque sur le pion, ça gagne un temps parce qu'il y a une attaque de la dame sur le pion B5, qui n'est plus défendu bien sûr depuis cavalier D5. C'était aussi l'idée de cavalier D5, hein, je ne peux pas non plus tout aborder,
puisque là je vous montre juste rapidement la partie, mais donc c'était aussi l'idée. Si on prend avec le pion, donc on a toujours l'attaque sur le pion B4, alors que si j'avais repris avec la dame, ce ne serait pas le cas. Autre intérêt, on a affaibli quand même relativement le pion E7. Maintenant, il y a une faiblesse qui sera d'ailleurs un petit peu déterminante après, on l'a vu. Cette faiblesse, elle est contrecarrée d'ailleurs, je pense, je peux me tromper, mais c'est quand même une décision, c'est un compromis, parce que le pion ED5 est très avancé, il sera peut-être difficile à défendre plus tard. Mais voilà, la faiblesse de D5 ne me semble pas aussi catastrophique, enfin aussi préjudiciable que celle de E7. Et puis surtout, il y a ce fameux gain de temps sur le pion B4. Parce que on pourrait dire que B4 est devant le roc noir, et donc les noirs pourraient le sacrifier pour permettre l'ouverture des lignes et l'attaque sur le roc blanc, mais c'est pas vraiment le cas en fait. Je ne sais pas si j'avais des variantes à vous montrer. Par exemple, si les noirs décident d'abandonner leur pion ici pour ouvrir les lignes sur le roi blanc et de ralentir l'attaque blanche en jouant par exemple H5. Ça c'est un coup qui est tout à fait logique en fait. On joue H5, donc les blancs peuvent prendre le pion. Qu'est-ce qui se passe s'ils prennent le pion en fait? Il y a... pardon. Excusez-moi, je m'étouffe. Il y a... en fait, les blancs doivent être OK parce qu'ils vont pouvoir replacer la dame encore avec gain de temps sur échec. Et la case G4 est bien défendue, donc ils vont pouvoir pousser G4, et ce sont eux en fait qui vont ouvrir en premier le roc de leur adversaire. Donc cette variante, on voit, a du mal à avancer. Par exemple, si les noirs jouent A5, on gagne un temps ici avec échec. Il n'est pas question de jouer E5 parce qu'il y a carrément, là ce serait la catastrophe, on gagne la pièce, on gagne le fou avec la prise en passant. Échec. Donc là c'est la cata, on ne peut pas parer l'échec comme ça, donc il faut bouger le roi. Et donc avec G4, on va réussir à ouvrir le roi blanc. Et de façon très virulente en plus. Donc le sacrifice de pion B4 ne paraît pas, je peux me tromper, mais ne paraît pas être une bonne option pour les noirs. Donc je vais accélérer un petit peu. Mon adversaire a décidé de défendre son pion. Et là, j'ai dû, quoique accélérer, c'est un moment critique en fait, puisque quand il joue à 5, on se doute que son prochain coup pourrait être à 4. Et moi, je veux attaquer aussi. C'est clair que quand les deux pions vont arriver en A4 et B4, il faudra vraiment être prêt à contrecarrer les plans noirs. Parce que là, même la prise en B4 serait peut-être douteuse, parce que le pion est déjà arrivé en A4, il faut d'abord enlever le cavalier, il y a B3 qui suit, enfin, ça peut aller très très vite. Donc là, il fallait réfléchir. Et j'ai pris le temps de calculer, et j'ai décidé de jouer, d'ignorer en fait cette menace, mais parce que j'ai calculé la suite qui arrive en fait. J'ai décidé de jouer H5. Donc H5, c'est thématique, tout simplement, c'est pas non plus extraordinaire. Et mon adversaire a joué assez vite à 4. Et c'est vrai que ce coup est tentant parce qu'on attaque le cavalier avec tempo, on est bien positionné pour l'attaque et on se dit là c'est gagné. Sauf que, évidemment, il y a l'ouverture de la colonne H qui est un vrai problème. Il s'avère que maintenant, si les noirs décident de prendre en B3 la pièce offerte, et là, donc là c'est intéressant ce que je vous disais tout à l'heure à propos de cette ligue sur Lichess, parce que là je joue une vraie partie contre un autre joueur d'échecs, et je vibre comme dans une partie réelle. On est vraiment sur les mêmes émotions, le même stress, donc ça apprend aussi à la maison à gérer le stress de la compétition, en tout cas à s'y habituer, et ça c'est génial, dans les phases critiques de jeu. Donc la phase critique elle est là, enfin plus vraisemblablement est au coup d'avant. Voilà, ici quand je décide de jouer H5, j'ai le cœur qui bat fort parce que je sais qu'il y a A4, que dans ma variante je dois sacrifier le cavalier et que je dois forcément réussir à m'en sortir. Donc l'ouverture là elle est assez simple, mais je disais donc si les noirs prennent, il y a dame H6 échec, roi F6 est forcé parce que si le roi recule, évidemment il y a un mat ici, échec et mat. Donc roi F6 est forcé, et on a une découverte échec. Le roi va en E5 par exemple.
Dame G5, échec. On a F5 pour parer l'attaque de la dame. Et on peut finir avec tour H1, mat. Alors il y a plusieurs maths, c'est ça. C'est que quand on les pose comme ça sur l'échiquier, ça va. Mais par contre, quand on est dans cette situation-là, bah, c'est ça les échecs. Hein. Il faut se dire, si je pousse H5, est-ce que je perds ma pièce ou est-ce que j'ai un mat? Donc là, j'étais content parce que, en fait, j'ai pas vu clairement le mat, mais j'ai vu le roi arriver en E5, j'ai vu la dame, j'ai vu les tours, j'ai vu que si le roi passait par F5, ce que j'ai pas montré dans la variante que je viens de jouer, il y a cavalier D4 aussi qui vient entrer dans la danse. Donc, c'était pas cette variante-là, c'était la variante avec pion prend. Ah oui, donc c'est dans l'autre variante que le cavalier entre dans la danse. Donc mon adversaire a vu qu'il se faisait mater, ou qu'en tout cas c'était très dangereux de prendre B3, donc il n'a pas pris, et il a repris avec le pion H, ce qui est un bon coup, hein, puisque s'il prenait avec le pion F par exemple, s'il prenait avec le pion F, il y a dame H6, roi F6, et le cavalier peut se libérer en venant, justement c'est ce que je disais il y a 2 secondes, renforcer l'attaque des blancs, avec un mat à suivre sans trop de difficultés. Hein. On imagine qu'il va y avoir du G4, par exemple, qui va venir renforcer. Je sais pas, si par exemple les noirs jouent... pardon, je suis en mode flèche, là. Si les noirs jouent tour H8, par exemple, pour défendre le pion, on a tour H4, qui vient, elle aussi, renforcer le... Non, j'ai du mal avec mon truc. Moi, je vais laisser tomber. Qui vient, elle aussi, renforcer l'attaque. Et le roi noir a du mal à se soustraire à toutes ces menaces de mat. Donc, on va pas aller trop loin dans les variantes, je l'ai dit. Mon adversaire a repris avec le pion H. Voilà. Et donc la dame entre avec dame H6 échec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait sortir le roi de sa cachette. Et maintenant, il va avoir beaucoup de mal à éviter les menaces de mat. Alors ici, il y a plusieurs coups possibles. Le meilleur proposé par l'ordinateur, d'ailleurs, c'est cavalier D2. Donc on enlève le cavalier de sa menace et on vient le recycler sans doute. Pardon, excusez-moi. On vient le recycler vers E4 pour évidemment pour asséner un coup mortel au roi noir et bientôt le mater. Moi, j'avais pas vu cette variante, j'avais vu G4 en fait, qui est gagnante aussi, qui est un peu moins forte, mais qui est gagnante aussi, et qui vient elle aussi construire un réseau de maths autour du roi noir. Alors G4 c'est un coup responsable comme on dit parce que ça permet quand même tour H8. Alors il y a d'autres options, on va pas tout regarder, hein. Il y a eu 5, 6, machin, ça je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Encore une fois je vous montre juste le fait que on vibre dans ces parties comme dans les parties réelles. Mais là G4 ça vient renforcer l'attaque, mais par contre, alors ça menace G5 aussi, avec un roi qui serait repoussé un peu plus loin, et ensuite les tours et le cavalier qui viennent mater en fait, c'est ça l'idée. Mais il y a tour H8, qui est quand même un coup qu'il faut avoir en tête. On prend le risque de se voir tout échanger sur la colonne H et le roi qui rentrerait ensuite chez lui tranquillement. Donc sur tour H8, pardon, il fallait absolument voir G5, c'est aussi l'idée de G4. Donc là ça fait encore plus peur parce qu'on a l'impression même qu'on va laisser la dame dans la danse. Il n'y a qu'un seul coup en fait, c'est roi E5, parce qu'en F5 il va se faire attaquer par le cavalier, et comme je disais il y a 2 secondes, avec l'entrée des tours en jeu, il y aura un mat. Donc le roi ne peut se réfugier qu'en E5, et la dame profite de la case G7 en fait pour attaquer à nouveau le roi, cette fois par l'arrière. Le roi doit se sauver, F6 ne marche pas, et ensuite, calmement, un coup plutôt génial, tour G1 vient... c'est un coup calme en fait, mais ça vient défendre le pion G5 et fermer le réseau de mat autour du roi qui n'a plus d'échappatoire en fait. Voilà, un mat par exemple. Bon, ceci étant, quand on voit un coup comme tour G1, en général, on arrête le calcul parce qu'on se doute que le roi va pas pouvoir se tirer d'affaire maintenant puisqu'il peut plus remonter vers son camp. Il y a la tour qui va l'attaquer, le cavalier si les blancs ne prennent pas, si les noirs ne prennent pas, va se faire capturer aussi. Donc du coup,
mon adversaire n'a pas joué tour H8. C'était dans les Kibits, il y avait quand même beaucoup de gens qui le proposaient, mais en fait ça marchait pas, tour H8. Il a joué à la place de tour H8, pardon, il a joué E6, qui est un bon coup en fait, qui résiste un petit peu plus longtemps. Donc sur E6, j'ai décidé d'empêcher le roi de venir se réfugier en E7 pour le garder un petit peu sous contrôle. Et j'ai répété les coups parce que je vous rappelle qu'on est en 30 secondes, 30 minutes plus 30 secondes. Donc j'ai essayé ici de récupérer une minute parce qu'il me restait déjà plus que 9 minutes. Donc en répétant un petit peu les coups autour de l'échec. Voilà. Et une fois que j'ai eu gagné cette minute, j'ai libéré mon cavalier de la menace et je l'ai ramené au centre. Pour venir en fait compléter l'attaque. Mais ça, c'est pas un bon coup, selon l'ordinateur. Il aurait été mieux de jouer cavalier D2 en fait. Parce que du coup, il peut revenir le cavalier vers E4, qui est une bien meilleure case d'attaque pour lui. Et après, bon, c'est une mise à mort un petit peu compliquée. Alors, je vais mettre sur pause parce que je crois que mon téléphone va sonner. Voilà. Ok, donc j'ai été interrompu par le téléphone. Donc on voyait cette variante avec une bonne position une position gagnante pour les blancs. Donc je reviens en arrière. C'est pas ce qui s'est passé. J'ai pas joué cavalier D2. J'ai joué cavalier E4, qui me paraissait plus agressif, mais qui est un peu inférieur en fait. Et mon adversaire a joué tour H8. Alors tour H8, c'est une bonne tentative de défense. Dame échec. Je vais accélérer un petit peu quand même, puisqu'on approche de la fin. Le roi peut revenir en G7, mais c'est temporaire. Alors ici, il y a plusieurs possibilités en fait, parce qu'il y en a ce pion qui est en l'air. On a la possibilité de prendre ici. On a la possibilité de prendre ici, et il faut calculer toutes ces variantes pour voir laquelle est la meilleure. Moi, il m'a semblé quand même que si je passais sur dame prend E6 ou pion prend... Non, pardon, dame prend D6 ou pion prend E6, il y avait des variantes avec des tours prend H1 qui étaient embêtants parce que ça donnait du contre-jeu au noir sur la colonne H, et c'était pas forcément idéal. Donc j'ai choisi d'enlever cette possibilité tout de suite. Là, normalement, la seule réponse en fait qui tient encore un petit peu, c'est dame prend H8. Mais après dame prend D6, par exemple, tour D8 pour défendre le fou, pion prend, la situation des blancs et on va dire des noirs, pardon, est totalement désespérée. Par exemple, ça y est, je suis toujours sur les flèches. Après fou prend. Cavalier prend échec. Si pion prend par exemple, c'est mat en 2 avec dame E7, roi G8 et tour prend D8. Voilà. Donc bon, c'est une variante, hein, mais elles sont toutes gagnantes. Donc dame H8 était la meilleure solution pour les noirs, mais on a vu ça conduit au mat, donc de toute façon la partie est perdue. Mon adversaire s'est quand même trompé, il a joué roi prend H8, après quoi dame H6, roi G8 et tour H1 conclut la partie. Même si il y a une petite défense cachée ici, parce que mon adversaire a joué F5, et en fait il avait avec dame F6 une possibilité de tenir, parce que moi je pensais que je gagnais la tour, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. Ce n'est qu'une qualité que gagnent les blancs, parce que en venant en F6, pardon, la dame menace le cavalier, et donc du coup si on joue dame F7, roi F8, dame échec, plutôt que de prendre, on peut jouer roi E7. Et du coup, évidemment, ici, ce n'est qu'une qualité qu'ont gagné les blancs. Mais il reste quand même avec une position très supérieure qui, normalement, doit gagner. Voilà. Tout ça pour dire que mon adversaire n'a pas joué dame F6 sur tour H1, mais F5, qui lui perd sur le champ avec un échec et mat ici. Voilà. Donc ça, c'était ma première partie lente sur Internet, que j'ai vraiment apprécié, parce que, comme je vous disais, on vit les mêmes émotions
qu'en partie lente sur l'échiquier. Donc je vous invite à utiliser cette méthode, à vous inscrire à l'une ou l'autre des deux ligues pour vous entraîner à gérer votre stress et à calculer comme dans les parties lentes. Je vais vraiment l'intégrer dans mes routines d'entraînement, donc on va en parler. Déjà, j'avais quasiment enlevé le blitz, je vais réduire le rapide et je vais favoriser, je pense que je vais être dans les deux ligues en fait, et je vais essayer de jouer donc 2 parties lentes par semaine, et plus l'analyse, j'espère que ça portera des fruits, je pense, en tout cas. Pour cette partie qui a duré 30 coups, j'ai fait derrière 1h30, presque 2 heures d'analyse, hein, donc au final, j'ai fait 3h30 rien que grâce à cette partie hier. Donc ça, je pense que c'est intéressant, à aller trouver des références, à regarder les autres parties, à analyser les variantes. Et donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire sur ces deux ligues. Et j'ai hâte que dans quelques mois, on ait des tournois, comme je disais tout à l'heure, des tournois au système suisse avec 300 joueurs. Ce serait vraiment grandiose. Et évidemment, il faut jouer le jeu, hein. Il faut se placer sur un échiquier le plus réaliste possible et jouer les jeux dans les conditions réelles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Il est déjà très tard, la vidéo a duré longtemps, mais elle était en 2 morceaux, hein. Peut-être j'aurais dû faire 2 vidéos différentes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.